Super, merci beaucoup. Bah, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. C'est effectivement Myriam et puis Gilles prendra la suite. Et ensuite, on sera là tous les trois pour les réponses aux questions. Et donc, ce qu'on voulait vous apporter aujourd'hui, c'était une réflexion sur les jeux sérieux et puis ce qu'ils pouvaient apporter pour aller vers des systèmes plus durables. Alors, contrôle, voilà. Avant ça, pour commencer, ben, on est là tous les trois au nom de la plateforme Gamae. Pour reposer le cadre, donc c'est une plateforme qui est à l'interface entre sciences, société et innovation et qui est basée sur trois dispositifs. Le dispositif science, le dispositif ressources, qui lui est principalement au service, voire uniquement au service du Gamae Science, et puis le dispositif ludothèque. J'ai mis dans la présentation deux, trois éléments sur la ludothèque. C'est un peu le petit jeu si vous voulez essayer de trouver tous les clins d'œil à la ludothèque. Mais en tout cas, la présentation d'aujourd'hui, elle est centrée sur le travail Gamma et Sciences. Donc pour commencer peut-être le propos, ben, un retour sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu sérieux. Alors je pense que jeu, tout le monde voit à peu près, se dit peut-être c'est quelque chose où on se marre bien, on s'amuse, il y a du fun. Mais finalement, bon, déjà, quand on réfléchit, les différents jeux qui existent, ben, que ce soit les enfants qui mettent des cubes dans les bons endroits, il y a souvent des notions d'apprentissage qui peuvent venir derrière. Finalement, jeu, apprentissage, pourquoi pas, il y a du lien. Bon, bref, il y a tout un tas de littérature sur le jeu là-dessus. Et en tout cas, sur la partie jeu sérieux, nous, les éléments qu'on distingue et qu'on utilise, c'est la notion d'utilité, un jeu qui est mobilisé avec une vocation et un objectif spécifique d'utilité, dans lequel les joueurs vont prendre des décisions. Souvent, le parallèle qu'on peut faire, c'est avec le jeu de loi, où en fait, si le principal élément de jeu, c'est lancer un dé, et puis en fonction de ce qui se passe et de l'aléa, ça avance, on peut questionner ce que ça donne. Donc le joueur prend des décisions avec des mécanismes de décision derrière. Et puis un élément important qui est le second degré, avec l'idée que finalement, ce qui se passe dans le jeu n'a pas de conséquences directes dans la réalité. Donc on peut vraiment tester des trucs et y aller. Mais quand même, cette notion que, là, en lien plus avec les décisions peut-être, qu'on ne peut pas forcément tout optimiser puisque, il y a des éléments d'incertitude. Je pense que l'idée là, c'est, de poser ces principaux éléments, sachant qu'il y a toujours, voilà, discussion, limite et l'idée, c'est pas forcément d'avoir, une définition stricte et de savoir exactement qu'est-ce qui tombe dans la limite de jeu sérieux ou pas. Puisque, en pratique, il y a une diversité de formats. Il y a vraiment, plein de situations, possibles qui peuvent être, représentées, qu'elles soient fictives, réelles, présentes, abstraites, futures. Il y a plein d'éléments, une diversité d'objectifs sur ces jeux, des formats, des modalités, des publics, très différents. Bon, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai mis 3 exemples, de jeux, dans nos thématiques, bon, plutôt agriculture, environnement. Par exemple, le jeu Lagrange, qui est lui un jeu de plateau qu'on peut utiliser, avec des décideurs publics, mais pas que, aussi enseignement et autres. Le jeu Planète C, qui lui a le format hybride, avec, plateau et une application qui permet de faire des calculs en parallèle. Et puis le jeu Ségué, qui est lui basé 100% sur, du jeu vidéo. En 2021, les collègues qui étaient à Gamaï à l'époque ont fait un recensement des jeux sérieux sur nos thématiques et en France. Il y avait 105 jeux qui étaient recensés. Il y avait quand même 75% des jeux qui avaient moins de 5 ans. Et puis, finalement, qui traitaient d'une diversité de problématiques, agriculture, environnement, mais aussi développement du territoire, alimentation humaine. Et surtout, ce que je trouve, intéressant, c'est que, finalement, la production de ces jeux était, très diverse avec, des acteurs, de différents, instituts, que ce soit, recherche comme, associatif, développement, voire, enseignement. Et finalement, sur la question des transitions, pour, les systèmes agricoles, et ben, bon, il y a pléthore de littérature pour dire qu'il y a besoin d'outiller ces transitions, de voir comment combiner les approches, que les jeux pourraient y participer.
On a vu qu'il y avait, ben, pas mal de jeux déjà existants en France qu'on avait recensés. Il y a pas mal de revues de littérature aussi pour pouvoir, bah, montrer l'utilisation de jeux dans différentes, situations. Mais, ce qu'on s'est dit, c'est que pour travailler sur, ben, la durabilité des systèmes, finalement, on n'avait pas, d'état des lieux et de fonctionnement et de savoir vraiment comment ces jeux vraiment participaient, à cette, transition et à cette, durabilité. Donc, vous me voyez venir, c'était le cadre, pour, cet article. Donc on a écrit tous les 3, mais aussi avec, Federico Andreotti, qui est aujourd'hui à Wageningen. Et donc c'était une revue de littérature, où, donc, en 2003, donc on a mis une équation de recherche où on a croisé, très largement, jeux et agriculture. C'était, l'idée de rentrer là-dedans et de mettre après le cadre, de durabilité. Donc, pas mal d'articles sont sortis de là. On a appliqué la méthode Prisma, donc qui nous a permis de retirer, pas mal d'éléments, donc garder les articles en anglais, les articles sur l'agriculture, élevage, les jeux qui, correspondaient, à nos différents critères que j'ai présentés tout à l'heure. Donc ce qui nous a fait, par exemple, retirer, tous les éléments sur la théorie des jeux, les jeux plus, à dimension économique. Donc, ensuite, on a, bah, fait une double vérification, de ce qu'on gardait, retirait. Donc ça, c'était, tout dans la méthode Prisma pour obtenir 237 articles et on a différencié donc les articles empiriques qui, donnaient vraiment des explications d'utilisation de jeux en contexte. Et donc on a gardé ceux-ci, sur lesquels on a appliqué donc une analyse, une description un peu classique du corpus avec des éléments biblio et aussi sur les caractéristiques des jeux. Et puis, ben, on a regardé cette dimension de durabilité à partir du cadre, d'un article de Velten et collègues, qui différenciait, 3, dimensions. Donc, la dimension sur, quels étaient les objectifs du jeu, à quelle, grande dimension de la durabilité il s'applique, mais aussi ce que le joueur va agir dans le jeu. Donc, quelles sont vraiment les stratégies qu'ils peuvent, mettre en place? Est-ce qu'ils vont, coopérer? Est-ce qu'ils vont devoir, remplacer certains éléments, avoir une vision systémique? Des choses comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire, finalement sur les actions? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire et comment ils agissent sur le jeu au-delà de ces stratégies plus globales? Donc là, on a réalisé une analyse, factorielle multiple pour pouvoir, voir s'il y avait des types de jeux qui ressortaient. Et puis, les derniers éléments qu'on a regardés, c'était, le niveau d'évaluation des jeux, puisque finalement, on a des jeux pour un certain objectif, et donc, bah, c'est, plutôt important, voire, incontournable de voir, ben, finalement, si on atteint l'objectif de ces jeux. Et donc, on a utilisé, une adaptation du modèle de Kirkpatrick qui avait été, développé par, Rebecca Etienne et collègues, avec 3 niveaux, différents. Donc, du niveau 1 où on est sur, globalement un retour direct à chaud de ce qui se passe, jusqu'au niveau 4 où on est vraiment sur des changements, à long terme dans l'action des acteurs. Donc là, je vais rentrer dans la partie des résultats. Et donc sur notre corpus, donc, sur la partie de gauche, vous avez, l'ensemble des articles, donc empiriques en noir foncé, donc les 182 articles empiriques, donc sur une échelle temporelle. Donc vous pouvez voir que même si notre premier article était en 1968, il y a eu un boom d'articles, sur, les dernières décennies. Bon, pour, relativiser, j'ai mis en dessous le graphe de Parks qui montre qu'il y a eu un boom de l'explosion, sur la publication scientifique. Mais quand même, donc on peut dire que, même s'il y a toujours eu des articles sur les jeux, il y a quand même un boom ces derniers temps. Et puis, bah, comme, on est souvent en train de se demander: «Mais où est-ce qu'on peut publier ça?» Ben, je peux vous dire que, une partie de ces articles, en tout cas sur les, revues les plus représentées, il y avait, Agricultural Systems, Ecology and Society, Simulation and Gaming et Sustainability, avec son boom en 2019-2020. Hop. Sur, les types de jeux, donc, on est quand même 70 des jeux qui sont sur, les systèmes de culture ou d'élevage ou d'élevage. 103 articles, qui traitent plutôt, de groupes d'agriculteurs, de territoires ou de filières, donc, à l'opposé d'autres qui sont plus au niveau ferme.
On est sur des cas d'études qui sont globalement dans le monde entier, mais principalement en Europe, 21 en France. Et puis sur les formats, donc qui représentent les formats dont je parlais tout à l'heure, plutôt plateau, plutôt jeux vidéo ou un mix des deux, et bien justement, c'est une majorité enfin, pas mal de formats hybrides, mais aussi des jeux en physique, roleplay et board game. Pour l'évolution thématique, donc là, c'était en regardant les mots-clés et titres. Donc, ce qu'on a observé, c'est que donc, sur la partie gauche, vous voyez en bleu, on a les éléments simulation, modèle, étudiant qui ressortent. Et puis, pour aller vers les couleurs plus foncées ou plus récemment, on a des éléments comme compromis, acteurs, changement climatique, stratégie. Et donc, en fait, on observe, sans avoir un replacement spécialement, mais un glissement vers des thématiques qui vont plus vers des jeux qui prennent en compte également ces nouvelles dimensions sur bah, les enjeux, notamment agricoles et la participation. Et donc, si on regarde le graphe de gauche sur les objectifs de jeu, donc comme je le disais, on a là, ça revient avec les éléments sur les étudiants. Depuis 1968, des jeux qui existent en fait pour l'enseignement et pour l'apprentissage, mais aussi, donc plus récemment, des jeux qui s'ouvrent sur des objectifs plus affichés de médiation et de co-conception. Sur les différents publics concernés, donc là c'est la figure de gauche, donc principalement on avait 71 articles qui concernaient spécifiquement des jeux pour des agriculteurs, donc c'est là ce que j'ai souligné un peu au milieu de la figure, avec donc une augmentation au fur et à mesure de l'augmentation des publications, et aussi donc des jeux pour l'enseignement ou des jeux qui concernent l'ensemble des acteurs du monde agricole. Et peut-être à noter que donc, plus récemment, on a observé donc, des jeux qui sont apparus plus pour chercheurs, décideurs publics, et aussi qui incluent les citoyens. Et sur les productions, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on est surtout sur des productions culture ou polyculture élevage, ou alors pas d'infos, c'était globalement le monde agricole sans aller spécifiquement dans ce qui se passait. J'ai continué sur la partie analyse comment ces articles prennent en compte la durabilité et comment elle est vue. Donc toujours au filtre de l'analyse, enfin de la proposition de Velten et Al. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le graphique de résultats de la partition, enfin de la classification hiérarchique après l'analyse factorielle multiple, où ils nous font donc quatre groupes avec, sur l'axe 1, sur la dimension 1, on voit une séparation quand même assez marquée entre les deux premiers clusters, donc le bleu et le jaune, et puis les deux autres. Et après, il y a un recouvrement, notamment entre le type 3 et le type 4, mais qui se distingue sur les dimensions, sur la dimension 3. Et donc, à quoi correspondent ces groupes? Eh bien, les deux premiers sont surtout des articles et des jeux qui ont été faits pour l'enseignement. Le premier cas, c'est plutôt de l'enseignement pour les étudiants. Et là, c'est principalement des articles qui sont à des échelles plantes, animales, donc qui vont pas aller regarder tout le système environnant la ferme, voire même déjà la ferme, c'est une échelle qui n'est pas forcément au cœur de ce corpus-là. Et on a aussi une grosse part des articles qui sont, enfin des jeux qui sont proposés en version digitale, donc avec une utilisation d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone pour ce public-là. L'objectif est par rapport à la durabilité, donc quelle dimension de la durabilité on prend, il n'est pas toujours mentionné. Quand il est mentionné, on est plus sur des entrées économiques
ou sociale de l'agriculture. Et la stratégie qui est mise en œuvre le plus, c'est de pouvoir jouer sur les connaissances, et donc on rentre bien là sur l'apprentissage. Lorsqu'on regarde un exemple de publication sur ce thème-là, ben voilà, la référence de Hawkins avec le titre qui est plutôt assez explicite enfin, bien caractéristique de ce groupe, le développement et l'évaluation du bien-être animal à la ferme, un jeu sur ordinateur pour les enfants. Voilà, ce genre de jeu est disponible. Et puis bah, du coup, la deuxième catégorie pour l'apprentissage, là, c'est plus à destination des étudiants. On est plutôt sur un public de politique, de gestionnaires de territoire, aussi bien et aussi des agriculteurs qui peuvent être concernés par ces jeux-là. Et pour le coup, on change d'échelle dans ces jeux. La majorité sont à des échelles fermes ou au-delà de la ferme. Et ils affichent un objectif qui est beaucoup plus sur l'environnement ou sur l'économique avec des actions autour de la gestion, du management du territoire et puis des innovations technologiques pour mettre en place de nouvelles choses dans les territoires. Donc là aussi, un exemple d'article caractéristique de cette dimension, c'est un jeu sérieux conçu pour explorer et comprendre la complexité des euh, stratégies pour limiter les crues dans les interfaces urbain-rural, qui donc propose des actions pour comprendre comment faire les crues, comment essayer de mettre en place des choses pour les limiter. C'est vraiment dans la question de l'apprentissage des solutions, des différentes solutions possibles. Les deux autres groupes, ils ne sont plus sur cet objectif d'apprentissage, mais sur un objectif de co-design, de conception, soit avec le secteur agricole, soit avec l'ensemble des parties prenantes. Donc avec le secteur agricole, on est plutôt à des niveaux qui sont au-delà de la ferme. On a vraiment cette visée des acteurs du monde agricole et une diversité des acteurs du monde agricole, aussi bien les éleveurs, les agriculteurs que les conseillers, que les coopératives. Globalement, on est plus sur des éléments de jeu de plateau, soit mixtes, soit vraiment physiques. Le digital est assez peu présent dans cette catégorie. Et lorsqu'on évoque les objectifs de durabilité, souvent les jeux proposent d'aborder les trois objectifs environnement, social et économie, au travers notamment de la coopération entre les acteurs, de l'adaptation, et ils proposent une vision holistique essayant de prendre en compte les différentes entrées du territoire. Et par contre, l'action principale, elle est située sur le système agroalimentaire, donc vraiment sur ces relations de la COP, du fonctionnement de la ferme. Voilà. Donc un exemple encore de ce groupe-là, un article assez récent sur le co-design d'usage des sols durables en utilisant des méthodes participatives pour faire de la recherche et des projets de développement. Donc là, il y a notamment dans cet article des propositions d'un jeu pour faire ça. Et puis, donc le dernier type d'article que l'on a retrouvé, c'est un article, enfin des articles qui cherchent à faire du design, de la conception avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. C'est c'est un corpus dans lequel il y a beaucoup plus d'objectifs de s'adresser à des chercheurs, et d'avoir un objectif de récupérer de la donnée pour la recherche
Et on s'adresse à la fois aux acteurs du monde agricole et aux acteurs du développement et des territoires. On est là aussi sur des jeux qui combinent les trois objectifs avec la coopération. Les autres stratégies sont plus autour de questions d'économie, d'écologie, du financement de ces opérations-là. Et globalement, toutes les actions sont disponibles, mis avec peut-être un peu moins d'éléments sur les systèmes agroalimentaires et sur la gestion du travail dans ces jeux. Donc voilà un exemple d'un jeu qui a servi pour collecter de la donnée pour la recherche, finalement, la mobilisation d'un jeu sérieux, pour paramétrer un réseau bayésien avec une validation d'utilisation dans le cas de Madagascar. Donc, à partir de ces quatre catégories, on va pouvoir reposer des choses après, mais avant de passer à ça, on a cette idée de l'évaluation de l'impact des jeux. Donc, on vous a dit qu'on avait utilisé le modèle de New World Kirkpatrick Model adapté par Rebecca Etienne dans sa thèse. Donc, en distinguant quatre niveaux d'engagement. Le premier niveau qui est juste une satisfaction des participants à la session de jeu. Le deuxième niveau qui est un niveau qui essaye de valider le fait qu'il y a eu des choses qui ont été apprises durant le jeu. Le troisième niveau, c'est un changement d'attitude, c'est-à-dire comment est-ce que le jeu a modifié la façon de penser des joueurs et comment est-ce qu'ils réfléchissent maintenant différemment. Et puis le quatrième niveau, c'est comment est-ce que cette action de jeu et comment est-ce que l'utilisation du jeu a même changé leur pratique dans la réalité. Et donc, il y a eu un effet dans leur façon de réaliser la gestion de leur exploitation, par exemple, enfin de leur système. Donc, il faut voir que globalement, on a 82% des articles qui parlent de l'évaluation. Mais globalement, c'est principalement du niveau 1 et du niveau 2 qui sont cités et évoqués dans les articles. On a uniquement 12 articles, plus un qui ne fait que le niveau 4, mais donc globalement 12 articles qui traitent des quatre niveaux euh, de, euh, d'apprentissage selon le modèle développé enfin, adapté par Rebecca. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un de ces articles qui essaye d'aller jusqu'à cette mise en action et changement et de l'évaluation sur les quatre niveaux, qui est un article de Bosma en 2020 sur le changement d'opinion, de connaissances, de compétences et de comportement dans les éleveurs de crevettes au Vietnam en utilisant un jeu sérieux. Donc voilà, il y a quelques exemples de ça, mais c'est vraiment pas la majorité des jeux. La grosse majorité sont niveau 1 et niveau 2 de l'évaluation. Donc qu'est-ce que ça nous fait dire tout ça? Eh bien, est-ce que les jeux sérieux sont un outil support de la transition? Ben, il y a des éléments qui les rendent vraiment pertinents, dans le sens où ils sont polyformes, il y a une diversité de thèmes, il y a une diversité de disciplines, il y a une diversité de publics, et donc on a bien cette orientation vers de la transition. Les jeux sérieux sont proposés là dans les publications sont souvent assez frugaux. Ce sont des outils qui peuvent majoritairement se déployer avec les moyens disponibles, en utilisant parfois même des fèves comme pions dans certains jeux, donc pour utiliser ce qui existe et ce qui est disponible dans le lieu d'application. Euh, on est sur des jeux qui sont entre donc apprentissage et co-design. Et ce sont deux parties de la transition qui se complètent quand même plutôt bien. Et d'avoir des jeux qui sont disponibles pour ces deux types d'actions, ça nous semble pertinent pour outiller les transitions.
On a des entrées qui sont généralement systémiques, multi-acteurs, donc là aussi plutôt en faveur de la transition. C'est bien adapté aux systèmes complexes et c'était support d'interdisciplinarité. Donc là, on n'a pas refait une analyse bibliométrique sur les disciplines des auteurs parce qu'on ne les a pas toutes. Ce pas des choses qui sont renseignées dans les articles, mais globalement, pour ceux que l'on connaît, on sait qu'il y en a déjà plein qui ont cette diversité de disciplines dans les auteurs. Par contre, bah, là aussi, par défaut d'identification, c'est pas évident d'identifier des communautés qui soient spécialisées sur tel domaine ou sur tel autre. Par exemple, l'influence de Commode, on sait qu'elle existe, on l'a. Nous, il y a plein d'articles et les auteurs qu'on connaît, mais pour pouvoir le mettre en avant dans une analyse de bibliométrie, c'est pas évident à faire. Et donc ça, c'est peut-être une petite limite aussi dans dans ces analyses-là, dans ces méta-analyses, réussir à trouver, identifier les communautés de travail sur le thème. Dans les limites de l'étude qu'on identifiait de façon assez forte quand même, c'est que on s'est limité au corpus scientifique en anglais, dans le cadre agricole hors forêt. Mais en fait, bah, malgré ça, on n'a pas beaucoup de mobilisation de jeux pour collecter de la donnée. Et ça, on est peut-être un peu surpris de cette faible mobilisation, mais c'est peut-être aussi que ce ne sont pas des articles qui présentent complètement le jeu, et donc on est peut-être passé à côté de certains jeux qui permettraient de collecter de la donnée. Et puis, on pense qu'on a un fort besoin d'explorer la littérature technique parce qu'il y a plein de jeux qui sont produits par les instituts techniques et qui ne font pas euh, le pas d'aller vers de la publication scientifique pour présenter le jeu. Et ça, dans la base de Gamae, dans la ludothèque de Gamae, on en a plein des jeux qui existent là et qui ne sont pas présents dans la littérature scientifique. Donc, ça repose la question de comment identifier, quelles sources on a pour pouvoir identifier ces jeux, aussi bien en France, mais aussi à l'étranger, à l'international, où on pense qu'il y a là aussi pas mal de jeux qui peuvent exister pour des usages de conseils, notamment auprès des agriculteurs ou de concertation. Et puis une autre limite, c'est que les jeux, les articles, là, ils décrivent principalement le jeu. On a fait le choix de prendre ceux qui décrivaient le jeu. Mais en fait, le jeu, il s'inscrit dans toute une dynamique qui peut être participative ou non. Il peut y avoir un commanditaire, on peut identifier les participants. Il y a plein d'éléments qui nous seraient utiles pour comprendre la dynamique dans laquelle se met le jeu. Et ça, c'est des éléments qu'on n'a pas tout le temps de disponibles. Et du coup, c'est peut-être un point qu'il faudrait continuer à explorer. Le modèle agricole prôné par les jeux, parce que finalement, on a des jeux qui sont présents un peu partout dans le monde, et on se pose la question, on sait que les messages sont fortement, enfin, peuvent véhiculer beaucoup de messages, et on sait que les jeux sont, il y a des jeux à message. Un exemple qu'on a qui est en dehors des jeux sérieux, mais le jeu de Farming Simulator, euh, l'un des gros intérêts qu'ont les joueurs, c'est de piloter des grosses machines. La toute dernière moissonneuse-batteuse de chez John Deere, qui est fidèlement représentée dans le jeu. Bah, en fait, ça véhicule un modèle qui est quand même assez productiviste, très centré sur du machinisme, sur de la technique et tout ça. Et on peut se poser la question de quels sont finalement dans les jeux sérieux qui sont publiés dans la littérature, les modèles agricoles qui sont prônés là-dedans et comment est-ce qu'est-ce que ça amène dans les territoires. Et puis enfin, bah, je le dis, hein, c'est le jeu, on le conçoit jamais, nous, à Gamae, comme étant l'alpha et l'oméga
de la participation, c'est toujours inscrit dans un parcours d'accompagnement. Et analyser ce parcours d'accompagnement nous semble vraiment central. Et je reviens sur la thèse de Rebecca Etienne, qui a regardé l'articulation de 3 jeux dans un programme d'accompagnement sur la question de l'autonomie fourragère dans le Massif central. Et bien, les 3 jeux, c'est donc 3 sessions de travail du groupe, mais en fait, vous voyez qu'il y a eu 15 sessions de travail. Et donc, du coup, le jeu, il ne fait partie que de certaines des sessions. Avant les jeux, il y a eu des actions pour le groupe. Entre les jeux, il y a eu d'autres réunions. Et donc, en fait, c'est bien une implication dans un dispositif d'accompagnement qu'il faudrait réussir à capter. Mais ça, on ne peut pas l'avoir dans une analyse bibliographique. Et bien sûr, bah, ça nous amène à l'idée que en fait, la démarche globale de conception d'un jeu, c'est quelque chose qui est de longue haleine. Il y a des étapes avant de se lancer, il y a des étapes pour problématiser le jeu, pour réussir à voir en quoi est-ce que le jeu va permettre de répondre à une question. Est-ce que c'est vraiment le jeu qui est l'outil le plus adapté? Comment est-ce qu'il s'intègre au sein d'un parcours, quelle place il a. Une fois qu'on a réfléchi au contenu du jeu, bah, il y a des sessions de test où il faut calibrer, valider, scénariser. Ensuite, il faut qu'on prépare la diffusion et il faut penser à l'appropriation. Je l'ai mis ici, mais en fait, c'est quelque chose qui doit aussi se réfléchir dès le début, c'est-à-dire qui va pouvoir l'utiliser, comment est-ce que on va réussir à faire que quelqu'un d'autre que le concepteur puisse utiliser le jeu et le mettre en mouvement auprès des acteurs. Et puis, plusieurs mois ou même plusieurs années plus tard, on peut vraiment penser à cette diffusion, à évaluer les effets de ce jeu, à faire du transfert, etc. Donc là, il y a beaucoup d'éléments, d'étapes pour pouvoir construire ce jeu et c'est pas on ne peut pas le capter dans notre analyse de la littérature. Cela dit, ça nous a permis quand même d'aller vers des propositions d'agenda de recherche. On voit que les jeux qu'on a récupérés sont beaucoup sur de la culture, sur de l'élevage, sur de la polyculture élevage, mais finalement, les questions de verger, de vignes, de maraîchage sont assez peu présentes, et donc il faudrait aller regarder un peu plus ou proposer plus de jeux dans ces domaines-là. On doit repenser l'intégration des jeux dans le processus de formation et de conseil. Le jeu, c'est un élément dans un processus. On peut combiner ces jeux-là avec des démonstrations, des expérimentations, des visites de terrain, etc. Et puis, bah, on peut combiner les jeux entre eux. Et on peut déjà, avec ça, faire beaucoup de choses. Et il y a du coup toujours la grande question de est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans la création d'un nouveau jeu? Ou est-ce qu'avec les jeux qui existent, on peut réussir à développer quelque chose qui permette, accompagné d'autres éléments, de répondre à notre objectif? On a besoin d'identifier les jeux non académiques et pour pouvoir faire ça, on a aussi besoin d'avoir un cadre de description de ces jeux qui permettrait de comprendre les messages principaux et les hypothèses qu'il y a derrière et notamment aussi les modèles qu'ils véhiculent. L'appropriation des jeux, c'est un élément central pour la diffusion et donc il faut penser à cette appropriation de comment est-ce qu'on transfère, comment est-ce qu'on anime ces jeux et comment est-ce qu'on transfère l'animation des jeux à d'autres personnes que les concepteurs. Et puis l'élément central que on répète et pour lesquels Gamae est très présent, c'est la question de l'évaluation de l'impact des jeux et qui est un peu le cœur de cible de Gamae. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller faire un tour sur le site web de Gamae, sur la ludothèque. Il y a un livre aussi qui est sorti sur la façon d'essayer de réfléchir un jeu de plateau pour l'agriculture et le paysage. Donc là, avec plein d'éléments pratiques, des fils rouges qui aborde toutes les étapes de création du jeu depuis sa réflexion jusqu'à sa diffusion. Voilà, on est preneur de vos questions.